everyone. Very happy to see that you are always connected to this learning series. Today, we're going to talk about a principle of MHPSS, which is building on available resources and capacities. Let me explain. It is important to recognize that all the affected communities possess inherent strengths and resources that can be tapped in for MHPSS. For example, the local knowledge and practices in many areas. In many cultures, community members have already traditional practices that support MHPSS. For example, it can be storytelling, cultural rituals that can be harnessed as means of coping with adversity. When MHPSS programs integrate these practices, they become more effective. A program in indigenous community might engage, for example, elders to conduct story sharing sessions that allow community members to express their experiences and emotions, fostering a kind of collective healing process. Community support networks are also important. In a response of a natural disaster, a community may have pre-existing mutual assistance group and support system. And when you're implementing MHPSS program, it's important to be aware of this pre-existing support system. An MHPSS initiative can identify these groups and provide training, for example, in psychological first aid, for instance, following a severe earthquake or floods. Local volunteers might be trained to provide basic emotional support in their neighborhoods, facilitating peer support and reducing reliance on external aid. Harnessing local leaders is really important also. Engaging with leaders who are trusted within the community can actually enhance program effectiveness. For example, in a rural area, local religious leaders, imams, pastors, priests could be trained to address mental health concerns, promoting open discussions during community gatherings or services. I believe this approach can help destigmatize mental health issues and encourage people to seek support. It's easier for people to meet a priest, an imam, or a traditional healer rather than a psychologist, which can be somehow stigmatizing. So, all in all, we need always to rely not only in these local providers, but also to build the capacity of the government and capacity building. I'm not always against sending international professionals to deliver MHPSS services, but I also believe that MHPSS program can train local workers or community members to provide mental health support. A program, for example, in a conflict zone might train primary health care workers in basic mental health care skills so they can provide ongoing support in their community after external organizations have left. So I believe international professionals are still relevant, but we need to see how sustainable our MHPSS services can be, involving also the local providers. So an example of collaboration, for example, with local government is to integrate the ministries of health, for example, to incorporate mental health training into existing health worker curricula. So this is really important in terms of building local resources. So the key message here is that by building on local resources and capacities, MHPSS interventions can be more effective, culturally appropriate, and sustainable. This approach can empower community, it can foster resilience and self-reliance, enabling them to better support their own mental health needs in the long term. So externally driven projects often overlook valuable local strengths, leading to some kind of inefficiencies and a lack of sustainability. Therefore, I think integrating local capacities from the start is really important for the success and sustainability of MHPSS initiative in any context. Thank you for listening.
this learning series and see you next time. Salut à tout le monde et bienvenue de nouveau à cette série d'apprentissage. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de s'appuyer sur les ressources et les capacités disponibles dans les lieux où nous implémentons des services de santé mentale et de soutien psychosocial. Alors, ce principe, qu'est-ce qu'il veut dire? Il préconise simplement qu'il faut reconnaître que toutes les communautés touchées possèdent des atouts et des ressources intrinsèques qui peuvent être mises à profit pour la santé mentale, le soutien psychosocial. Ça peut être par exemple des réseaux sociaux, des pratiques culturelles, des leaders locaux qui ont une influence, des guérisseurs traditionnels, des organisations communautaires qui existent déjà. Alors, l'utilisation de ces atouts existants favorise la résilience. Donc, maintenant, je voudrais expliquer ça de manière plus détaillée. Premièrement, les connaissances et les pratiques locales. Dans de nombreuses cultures, les membres de la communauté ont des pratiques traditionnelles que nous allons remarquer qui favorisent le bien-être mental des communautés. Ça peut être par exemple des récits, des contes, des rituels culturels qui peuvent être utilisés comme moyen de faire face au traumatisme. Lorsque les programmes de santé mentale intègrent toutes ces pratiques locales, alors ils deviennent plus efficaces. Un programme mis en place dans une communauté autochtone pourrait inviter, par exemple, les anciens à organiser des séances de partage des contes, d'histoires, permettant aux membres de la communauté d'exprimer leurs expériences et leurs émotions, et en favorisant ainsi un processus de guérison collective. Deuxième aspect, les réseaux de soutien communautaire. Vous savez, par exemple, en réponse à une catastrophe naturelle, ça peut être une inondation, une communauté peut disposer de groupes d'entraide et de systèmes de soutien qui sont déjà préexistants. Alors, quand on veut engager une initiative de santé mentale, il faut identifier ces groupes-là déjà et leur fournir une formation, par exemple, en premier secours psychologique. À la suite, par exemple, d'une inondation, des bénévoles locaux pourraient être formés pour apporter un soutien émotionnel de base dans leur quartier. Vous voyez, ça peut faciliter ainsi l'entraide et réduire la dépendance à l'aide extérieure, dans un contexte d'ailleurs où il y a peu de psychologues, peu de psychiatres. Autre aspect, c'est la mobilisation des leaders locaux. Ça fait partie de s'appuyer sur les ressources et les capacités disponibles. Alors, la collaboration avec des leaders qui ont déjà de la confiance, une réputation dans la communauté, ça peut renforcer l'efficacité des programmes. Parfois, il y a certains chefs traditionnels qui ont plus d'emprise sur la communauté que même des psychologues ou des psychiatres venant des ONG internationales. Dans une zone rurale, par exemple, les chefs religieux locaux, ça peut être des prêtres, des pasteurs, des imams, ils pourraient être formés pour répondre aux préoccupations en matière de santé mentale, en encourageant des discussions ouvertes lors des rassemblements ou des services religieux communautaires. Alors, cette approche peut contribuer à déstigmatiser les problèmes de santé mentale. Vous savez qu'il est plus facile pour quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale d'aller voir un prêtre ou un pasteur que d'aller voir un psychologue. C'est moins stigmatisant. Donc, ça peut encourager les gens à demander de l'aide. Voilà. Donc, il faut aussi former des prestataires locaux, c'est-à-dire plutôt que d'envoyer des professionnels internationaux. Je n'ai rien contre les internationaux ou les programmes qui utilisent des expatriés qui ont toujours une plus-value dans ces programmes car ils apportent une expertise venant d'ailleurs. Mais il faudrait former les agents de santé et les membres locaux de la communauté à fournir un soutien de santé mentale. Voilà. Il faut leur inculquer des compétences de base. Il faut soutenir les initiatives communautaires. Par exemple, les membres de la communauté pourraient créer des groupes de soutien en fonction de leurs besoins et de leurs initiatives. On a vu des tontines émerger où les gens peuvent s'entraider, peuvent cotiser de l'argent pour soutenir les membres qui sont affectés dans la communauté. Et je voudrais parler aussi du renforcement des capacités du gouvernement, pas seulement au niveau, pas seulement en aval, mais il y a aussi des capacités du gouvernement et de la société civile, dont les programmes devraient s'efforcer aussi de renforcer les institutions gouvernementales et les organisations de la société civile, par exemple, collaborer avec les gouvernements locaux, les ministères de la santé pour intégrer les services de santé mentale dans les services de santé publique. Voilà.
une réussite pourrait être le partenariat avec le ministère de la Santé locale. Pour moi, c'est souvent très important. En somme, donc, retenons qu'en s'appuyant sur les ressources et les capacités locales, les interventions de santé mentale peuvent être plus efficaces, mieux adaptées à la culture et plus durables. C'est une approche qui renforce non seulement les communautés, mais favorise la résilience et l'autonomie en leur permettant de répondre à leurs propres besoins en matière de santé mentale à long terme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et rendez-vous une prochaine fois pour une thématique tout aussi intéressante. Bye!